Au sommaire de cette édition, la lutte contre le groupe islamiste Boko Haram au Cameroun. Le pays a pris des mesures politiques et militaires répressives pour en venir à bout. Instauration au Togo de la revue annuelle des activités de lutte contre le sida. Le pays espère réduire davantage son taux de prévalence qui est de 2,5%. Enfin, au large de la Réunion, les recherches sont relancées après la découverte des débris de l'appareil du vol MH370. Voilà pour le sommaire de cette édition. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. Mais tout d'abord, rendons-nous au Mali où les forces armées ont réussi à libérer la nuit dernière plusieurs personnes qui étaient retenues dans un hôtel à Sévaré au centre du pays. Parmi elles figurent 5 étrangers. Il faut rappeler que des assaillants avaient fait irruption vendredi vers 7h GMT dans cet hôtel de Sévaré situé à 620 km au nord-est de Bamako, la capitale. Les forces maliennes ont alors bouclé la zone et tenté de les déloger. L'opération a été marquée par au moins 8 morts de sources militaires, 7 selon le gouvernement malien. Au Cameroun, les militants de Boko Haram continuent de frapper au-delà de leur bastion habituel. Face à leurs attaques, le gouvernement camerounais contre-attaque à travers des mesures politiques et militaires répressives. Plus de précisions dans ce reportage. Après avoir longtemps attaqué le Nigeria, Boko Haram s'en prend désormais au Cameroun. Après des semaines d'attentats suicides, de fusillades et d'enlèvements, le groupe islamiste nigérian a kidnappé 135 personnes mercredi et tué au moins 8 personnes. Mais le Cameroun ne compte pas rester inactif. Les responsables de l'armée ont rencontré jeudi leurs homologues tchadiens à Maroua, dans le nord du pays. Le gouvernement camerounais a annoncé la mobilisation de 2000 soldats supplémentaires pour protéger les riverains et une nouvelle force militaire dont l'entrée en action est imminente. Le Cameroun a également déporté plus de 2000 ressortissants nigérians en situation irrégulière dans le cadre des nouvelles mesures sécuritaires visant à prévenir le risque d'attentats suicides. Le Nigeria et le Cameroun partagent une longue frontière. Et on a beau dire qu'elle est poreuse, mais c'est au bénéfice des populations qui vivent là. Et comme tel, donc, il faut mettre sur pied un dispositif sécuritaire le long de la frontière pour pouvoir permettre que les peuples puissent vivre en paix en échangeant comme ils ont l'habitude de le faire. Plus au sud, la sécurité a également été renforcée. Le port du voile islamique a été interdit pour éviter que d'éventuels kamikazes ne s'en servent pour dissimuler des explosifs. Mais malgré les efforts du gouvernement, le nombre d'attaques ne cesse d'augmenter. Depuis 2009, les insurgés de Boko Haram ont fait plus de 15 000 morts. Ces 2 derniers mois, le groupe terroriste a tué plus de 800 personnes au Nigeria, au Cameroun et au Tchad. Direction maintenant le Togo. Le taux de prévalence au VIH-Sida est de 2,5% dans ce pays et pourrait davantage baisser dans les années à venir. Ceci grâce à la revue annuelle des activités qui sont menées dans le pays pour combattre ce mal. L'objectif est de permettre aux différents acteurs d'évaluer les résultats en vue d'améliorer les différents indicateurs. Les précisions avec Ferdinand Gadé. Il est le correspondant de SICA au Togo. D'après la 3e enquête démographique de la santé réalisée au Togo par l'Institut national des statistiques et des études économiques et démographiques qui a été validée cette année, le taux de prévalence du VIH-Sida, contrairement aux années précédentes, a chuté jusqu'à 2,5%. Ces résultats sont le fruit des efforts conjugués de l'État togolais et des organisations nationales et internationales non gouvernementales pour combattre le fléau. Entre 2000 et 2014, le Togo a pu baisser plus de 50% les nouvelles infections. Et le Togo fait partie de 26 pays en Afrique qui a pu baisser ces infections. Et ces nouvelles infections aussi ont baissé de 102% chez les enfants. Donc on a mieux fait encore chez les enfants, qui montrent qu'en matière de prévention, on a stabilisé l'épidémie et on commençait par baisser. Donc on veut continuer à conforter cet aspect.
Et c'est pour dynamiser les stratégies des objectifs millénaires pour le développement de lutte contre le VIH-Sida au Togo qu'il est organisé depuis 2001 en collaboration avec l'ONU-Sida, la revue annuelle des activités mises en œuvre dans la riposte nationale contre le mal du siècle. En termes de moyens, c'est qu'il faut savoir que dans le contexte actuel de compétition, de priorité de risque, il sera important de développer une stratégie à double voie. La première voie, c'est la mobilisation de la communauté internationale pour mobiliser les ressources, mais aussi travailler avec les pays pour adopter une stratégie de pérennisation et de financement durable de la lutte en mobilisant les ressources domestiques. L'évaluation des activités de l'année 2014 du 3e plan stratégique 2012-2015 de lutte contre le VIH-Sida au Togo a été faite par le Conseil national de lutte contre le VIH-Sida et les maladies sexuellement transmissibles avec tous les acteurs engagés dans ce combat. Du Togo au Bénin, il n'y a qu'une frontière à franchir. La plateforme industrielle du pays est de plus en plus renforcée par des initiatives privées. L'une d'elles est à l'actif d'ATC-IB. Il s'agit d'une société anonyme de droit béninois au capital de 500 millions de francs CFA évoluant dans le secteur du bois. ATC-IB, une des rares sociétés à faire la fierté de la filière du bois au Bénin. Ici, la valorisation de la matière première est plus qu'une devise. On a, clame-t-on, du respect pour l'exploitation du bois. Pas d'exportation à l'état brut de la matière. Sa transformation est plus qu'une priorité. À bon droit, créativité et innovation font bon ménage. On vit du bois ici. Même les chutes de bois, on les récupère ici pour faire beaucoup de choses. Très importantes. Et on en voit même à l'extérieur. Ce qui est vraiment rentable pour la société et pour le Bénin. Que ce soit le thé, le gémélina, aucun type de bois ne résiste au savoir-faire des ouvriers. Même au bois blanc, répuyé du grand nombre, on œuvre à donner de la valeur exceptionnelle. Le chef-d'œuvre à l'arrivée est simplement impressionnant. Un motif de satisfaction supplémentaire pour chacun des 290 employés intervenant à divers niveaux de la chaîne de production. Je suis fier du travail que je fais. Je viens de faire 10 ans chez le patron. Je suis déclaré. J'ai mon livre d'assurance. Je rêve continuer dans ce travail jusqu'à aller à la retraite. Initié et promu par un Béninois d'origine libanaise, l'entreprise, promise à un bel avenir, reste confrontée à bien des difficultés. Tout ce qu'il y a ici, ça a été fait avec des fonds propres, avec des investissements qui dépassent 3 milliards 900 millions, dont il y a à peine 300 millions qui étaient accordés par une banque locale, et cette banque, c'est la Société Générale qui nous a accompagnés timidement, je peux vous dire, malheureusement. Parce que jusqu'à aujourd'hui, on est confronté à la nécessité d'avoir les contrats de bois auprès de l'ONAP. Ces doléances sous tapis depuis peu, mais sans suite, ont au fait de susciter des sentiments d'inquiétude dans le rang des employés. S'ils ne trouvent pas de matière première, ils seront obligés de diminuer les ouvriers. On demande à l'État de l'aider, de l'encourager pour qu'il puisse diminuer le chômage dans le pays. Seul bénéficiaire du programme de restructuration et de mise à niveau des industries de l'UEMOA financé par l'ONUDI, ATC-IB se révèle désormais un puissant outil de développement socio-économique à nul autre pareil. À juste titre, elle a été admise au régime C du Code des investissements du Bénin. Tout ce que ça te manque, c'est un contrat de bois pour qu'on te finance. Restons au Bénin avec la Fondation Grâce d'Almeida, du nom de la première femme ministre de la Justice de l'histoire de ce pays. Eh bien, cette fondation a décidé de perpétuer l'héritage de la disparue à travers l'octroi de bourses d'études à 2 étudiantes dans le cadre de leur recherche en vue de soutenir une thèse de doctorat. Toute une vie consacrée à la défense du droit des femmes, mais aussi la promotion du genre aux côtés du Programme des Nations Unies pour le développement. Voilà ce à quoi on pourrait résumer le parcours de feu Maître Grâce d'Almeida, une des premières femmes juristes de l'histoire du Bénin. Participante active à la conférence des forces vives de la nation de février 1990, dont elle fut conseillère juridique du Présidium, elle a servi dans nombre de pays africains comme le Burkina, le Sénégal, le Maroc, l'Afrique du Sud ou encore la Mauritanie. Toutes ces actions et ces combats
se sont inscrits dans cet activisme juridique remarquable, décuplé par son altruisme et le don de soi qui la caractérise. C'est donc dans le souci de perpétuer cette édifiante œuvre, mais aussi par nécessité de la promotion de l'accès à l'enseignement supérieur des femmes, que la Fondation Grâce d'Almeida, qui existe depuis 2012, a octroyé 2 bourses à 2 doctorantes en droit public et en droit privé. L'enseignement supérieur est une des composantes essentielles du développement socio-économique et culturel des États. Depuis 40 ans, l'accès à l'enseignement supérieur a connu dans le monde une progression inégalée, dont les principales bénéficiaires sont les femmes. Avec comme thème de recherche les garanties procédurales devant des juridictions communautaires pour l'une, les frontières maritimes devant le juge international pour l'autre, les 2 récipiendaires ont promis perpétuer la mémoire de l'illustre disparu. Toujours au Bénin, 26 milliards de francs CFA ont déjà été engloutis et 10 autres attendus pour sauver les côtes marines en proie aux agressions de la mer. Plus de 2 années après le démarrage physique du projet, les attentes sont loin d'être comblées. Cependant, les autorités du pays estiment que les progrès enregistrés sont plutôt encourageants. La mer ronge les côtes ouest-africaines. Au Bénin, sur 125 km, les populations sont menacées. Des maisons entières sont depuis englouties et par ordonnance, le gouvernement a pris des mesures drastiques depuis 2011. Mais face à l'urgence, les riverains restent sceptiques. Déjà bientôt 2 ans, mais c'est les mêmes choses qui sont répétées tout le temps. Nous ne voulons pas des répétitions, mais nous voulons des actions. Entre autres mesures, l'interdiction de l'exploitation du sable marin, l'occupation anarchique des zones menacées, la construction des embouchures pérennes entre la commune de Grand Popo et celle de Ouida, la gestion concertée de tous les projets touchant l'exploitation de la côte au niveau national, le dialogue avec les États voisins pour la mise en place d'un programme sous-régional de protection côtière et surtout la réalisation des épis pourront endiguer le phénomène. Avec des données techniques, avec des résultats obtenus avec la première phase, nous venons de démontrer qu'en fait, la réalisation de ces épis permet de repousser l'avancée de la mer. La ville de Cotonou, avec ses atouts économiques, nécessite de gros investissements pour la protection contre l'érosion côtière. En revanche, les populations menacées par l'avancée de la mer dans les autres villes devraient être relogées. Là-dessus, la sérénité du ministre béninois de l'urbanisme contraste avec la peur des riverains. Pour les premiers épis, on voit que c'est manifeste. Il faut aller vers ces épis-là, l'épi numéro 1. Vous allez voir que l'espoir est permis à travers l'ensablement que nous observons. Dans ce combat contre le courant et les vagues marins, les bras inlassables de ces jeunes gens. Mais sans désemparer, ces paresseuses vagues reviennent gagnant davantage à chaque étape de surface. Hors de l'Afrique à présent, les autorités françaises ont donné vendredi le coup d'envoi aux recherches de nouveaux débris de l'appareil du vol MH370 au large de l'île de la Réunion. Les recherches prévues pour durer 1 semaine permettront notamment de faire avancer l'enquête sur la disparition énigmatique de l'appareil. Des hélicoptères au moyen terrestre en passant par la vedette côtière, les autorités françaises se sont engagées à mobiliser l'artillerie nécessaire au bon déroulement des recherches. Les investigations sont prévues pour durer 1 semaine, au cours de laquelle des patrouilles sillonneront les côtes réunionnaises pour retrouver des débris du vol MH370. Pour l'instant, c'est une zone qu'on a déterminée à l'est de la Réunion, qui pour la zone côtière en gros couvre de l'usine de Bois Rouge à la pointe de la Table et qui s'étend donc vers Maurice sur une distance d'à peu près 50 nautiques, ce qui fait à peu près 100 km pour faire simple, et qui va jusqu'à la frontière de la zone de responsabilité SAR que l'on a avec Maurice. Le déploiement de moyens supplémentaires par l'État français fait suite à l'identification quasi certaine de fragments d'ailes appartenant au Boeing 777 du vol MH370 de la Malaysia Airlines. Le vol MH370 est porté disparu depuis le 8 mars 2014.
Il transportait 239 passagers à son bord. Et ce sera tout pour cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. Passez une très belle journée en compagnie de nos programmes.